Je suis très heureux de vous accueillir avec les conseillers municipaux qui m'ont rejoint sur la tribune. Et je vois que la majorité municipale est là en nombre et que je voudrais saluer aussi la présence des conseillers municipaux de l'opposition. Leur présence à la tribune ne veut pas dire qu'ils soient d'accord avec tout ce que je vais dire, mais elle témoigne de leur engagement dans la vie locale, ce dont je les remercie. Je remercie aussi tous les agents des services communaux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Ils ont travaillé pour vous. Et je voudrais donner un mot particulier, une attention particulière pour ceux du service de fleurissement et des espaces verts qui ont réalisé la décoration qui figure à l'entrée et dont beaucoup m'ont dit qu'ils l'avaient appréciée en arrivant. Par leur dynamisme, par leur compétence, par leur créativité, ils ont rénové le fleurissement de notre ville au point que le comité régional des villes fleuries nous a décerné une deuxième fleur, distinction que nous apprécions beaucoup et pour lesquelles je les félicite. Je voudrais saluer en votre nom les élus qui nous ont fait l'amabilité d'être présents ce soir. Nous avons un député, François Lavie, notre député. Il n'est pas là tous les jours, mais il répond présent à chaque fois qu'on a besoin de lui. Et c'est bien là l'essentiel. Nous avons, normalement je ne l'ai pas encore vu, mais nous avons un sénateur, un jeune sénateur, élu au mois de septembre. Il s'agit de Vincent Delahaye, notre président de la communauté d'agglomération. 10 communes qui sont regroupées dans Europe Essonne et avec lesquelles on mène des projets importants pour notre territoire. Nous avons un conseiller général, Gérard Funès, notre conseiller général, dont on s'est réjoui de le voir réélu au mois de mars dernier. Moi, j'ai toujours plaisir à travailler avec lui. C'est un ami de notre ville et j'apprends beaucoup à ses côtés. Nous avons 2 vice-présidents du Conseil général. Patrice Sac, responsable des collèges, avec qui est un habitué de cette soirée. Et puis il y a mon copain, mon ami, Frédéric Petita, que j'ai eu grand plaisir à voir élu dans le canton de Sainte-Geneviève-des-Bois et à voir devenir vice-président chargé du logement. Et ça me réjouit d'autant plus parce qu'on va pouvoir travailler ensemble, notamment à sortir cette résidence jeune à laquelle on tient tant et sur laquelle nous piétinons en ce moment. Il y a aussi des maires. J'ai vu le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Olivier Léonard, le maire d'Athis-Mons, François Garcia. À tous, je souhaite la bienvenue. Mais cette soirée, c'est d'abord la nôtre, à nous, les Morangissois. Notre soirée, notre premier rendez-vous convivial de l'année, celui au cours duquel on va s'adonner à cette tradition bien agréable de se présenter nos meilleurs vœux. Des vœux de santé d'abord, des vœux de réussite, des vœux d'enthousiasme, un enthousiasme sans cesse renouvelé. Ce sont ces vœux que je vous présente. Alors, en préparant cette intervention, je me suis dit, est-ce que je peux quand même leur dire bonne année pour 2012? Est-ce que cette année peut être une bonne année? C'est vrai que la situation est un peu inquiétante. La crise est là, partout en Europe. D'ailleurs, nous en avons une illustration ce soir. Vous savez, cette soirée, habituellement, elle commence par la présentation des vœux d'une de nos villes jumelées. Aujourd'hui, ça aurait dû être Bédonia, en Italie, ou Pechao, au Portugal. Et ces 2 villes connaissent de graves crises. À Bédonia, les 2 plus grandes entreprises, celles qui emploient la majorité des habitants, ont fermé. Et la commune doit faire face à des problèmes sociaux importants. À Pechao, au Portugal, les crédits de la commune ont été baissés de 70%. Et ils doivent assurer l'essentiel, avec le minimum, avec leur créativité, avec leur travail. À ces 2 communes, je voudrais souhaiter beaucoup de courage pour cette année et leur assurer de notre affection. Et j'associe à ces vœux, à cette soirée, la commune de Charles, celle de Lézardrieux et celle de Plainte, avec une pensée particulière, puisque ce matin, nous avons appris le décès de Klaus Eckhoff,
qui était il y a 2 ans avec nous pour nous présenter les vœux au titre de la commune de Plagne, une pensée pour lui à cette occasion. Je le disais, la situation n'est pas facile. La crise est là. Le chômage augmente, le pouvoir d'achat baisse, les associations caritatives font le plein. Mais je ne vais pas faire du Zola, du Dickens, j'en serais bien incapable. Et puis, je crois que ça ne correspond pas vraiment à la situation. Ce n'est pas une crise parce que nous manquons de richesse. C'est une crise d'un système. La crise d'un système dans lequel la finance a mis son empreinte sur tous les domaines de la société. Ce n'est pas une fatalité, cette crise. Cette crise, elle est le résultat de choix politiques qui ont toujours privilégié la finance plutôt que l'économie réelle, les revenus du capitalisme financier plutôt que les revenus du travail et des salariés. La finance met une pression qui induit des dysfonctionnements complètement irrationnels. Et c'est sur cette question, c'est de l'ordre, c'est là qu'il faut remettre de l'ordre. Et j'ai bien peur que les médicaments qu'on nous propose actuellement soient pires que le mal, un peu comme la saignée du temps de Molière. Parce que, ce qu'on voit, attaque sur le pouvoir d'achat, toujours plus de sueur, de sang et de larmes pour les salariés, et derrière, la récession et la crise qui s'aggrave. Les services publics, nos services publics, ceux qui assurent une véritable égalité entre tous les citoyens, quel que soit leur territoire, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions, ces services publics menacés parce qu'on ne peut pas remplacer, on ne remplace qu'un fonctionnaire sur 2, et ça commence à se voir. Dans nos rues, la police se fait de plus en plus discrète, la justice ne fonctionne pas, 80 000 postes d'enseignants supprimés au cours de ces dernières années, et les effectifs des classes qui ne cessent d'augmenter. La santé qui n'est plus accessible à nous tous, quelles que soient nos conditions. Et puis, une autre attaque insupportable contre les collectivités territoriales. Réforme territoriale, suppression de la taxe professionnelle, et maintenant on veut aussi nous imposer le remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Alors que les collectivités territoriales, les régions, les départements, les villes, ce sont elles qui assurent ce dernier lien de solidarité en créant ces services de proximité si essentiels. Oui, crise. Mais face à cette crise, il ne faut pas se résigner, il ne faut pas se contenter de s'indigner. Il faut réagir, agir, et agir suivant des valeurs. L'idéologie de l'individualisme qui l'a emporté ces dernières années a créé de graves dégâts. Sous prétexte de valoriser l'individu, elle nous a mis dans une situation, elle l'a isolé à tel point qu'il est soumis à toutes les difficultés. Mesdemoiselles, est-ce que vous pourriez vous taire, s'il vous plaît, ou partir derrière, ça me gêne vraiment beaucoup. Cet individu, isolé, soumis à toutes les difficultés, il est au sein d'une société dans laquelle règne l'argent roi, règne la compétition permanente, règne le chacun pour soi, et cette sorte de chimère qu'on pourrait s'en sortir tout seul. Et l'histoire nous a enseigné qu'il n'était pas possible de s'en sortir tout seul. On ne s'en sort que le progrès, qu'il n'y avait de progrès que s'il y avait plus d'égalité, qu'il n'y avait progrès que s'il y avait plus de solidarité, qu'il n'y avait progrès que s'il y avait plus de démocratie. Nous pouvons faire de cette année 2012 une belle année. Nous pouvons tous agir. Les citoyens, les institutions, les collectivités locales, les associations, les voisins, tout le monde peut être actif. Citoyens, nous avons des grands rendez-vous pour nous en 2012. Élection présidentielle,
élections législatives. Certes, il n'y aura pas de miracle du jour au lendemain, mais nous pouvons inverser la tendance, faire en sorte qu'il y ait moins de cadeaux pour la finance, moins de cadeaux pour les plus riches, et plus d'égalité, des choix d'avenir pour nous tous. Et puis, s'il y a des efforts à faire, qu'ils soient mieux partagés. Je voudrais quand même attirer votre attention sur quelque chose qui me tient à cœur. Partout en Europe, des gens qui se sentent, des citoyens qui se sentent oubliés, méprisés, parfois peut-être justement, se tournent vers des régimes autoritaires. Chez nous, en France, c'est le Front National. On voit ce que ça donne en Autriche. En Hongrie, pardon, on a vu ce que ça donnait en Autriche en certaines périodes. On voit ce que ça donne en Hongrie. On voit comment atteinte à la démocratie, atteinte aux libertés, et notamment à la liberté de la presse, stigmatisation d'une partie de la population. On sait ce que ça a donné dans l'histoire. Après la crise de 1929, dans les années 30, un certain nombre de gens se sont tournés vers ces régimes autoritaires. En Italie, en Allemagne, ils ont pris le pouvoir de façon légale. Et on a vu dans quelle barbarie ça nous avait amené. Alors, avant de voter, réfléchissons. Réfléchissons à ces enseignements de l'histoire. Et puis une élection présidentielle, c'est pas simplement un bulletin qu'on va poser dans l'urne et puis un résultat qu'on attend. C'est aussi un grand débat qui doit irradier toute la société. Je vous invite à vous saisir de ce débat, à donner votre avis, à en parler autour de vous, partout où vous êtes. Il faut que partout on puisse faire remonter quelles sont nos attentes, quels sont nos besoins, quelles sont les solutions, que les candidats soient en dialogue réellement avec la société. Oui, il y a possibilité de faire de ce grand temps, de ce grand rendez-vous de citoyens 2012, un vrai point de départ pour améliorer la situation. Et puis, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les collectivités locales. Vous savez, nous, dans les mairies, dans les départements, dans les régions, on n'emprunte pas pour payer nos fonctionnaires. On a des budgets de fonctionnement qui sont équilibrés. Alors, toutes ces attaques contre nous, elles sont largement déplacées. Je voudrais vous dire comment nous, à Morangis, on veut participer d'un mouvement pour faire avancer les choses. D'abord, il faut bien gérer. Ça, c'est un impératif. C'est ce à quoi nous nous employons. Nous développons des services, et pour la 4e année consécutive, nous n'augmenterons pas les taux des impôts locaux. Non pas que je sois contre l'impôt. L'impôt est utile, il est nécessaire. Mais l'impôt local, actuellement, est injuste. Et si chacun doit participer au bien commun, c'est à proportion de ses ressources. C'est d'ailleurs une des grosses critiques qu'on pourrait faire au gouvernement actuel. Augmentation de la 0,5% de la TVA, et bientôt la TVA sociale. Parce que ça aussi, c'est un impôt injuste. Ça aussi, pour les personnes les plus modestes, elles payent beaucoup plus. Chacun ne paye pas en fonction de ses revenus. Impôt injuste. Impôt injuste, les impôts locaux, donc, nous ne les augmenterons pas. Deuxièmement, il faut maîtriser notre dette. Vous savez, à Morangis, on a une dette 2 fois supérieure à celle des villes de la même strate. Alors on a un impératif, c'est de maîtriser cette dette et la baisser à l'horizon de notre mandat. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts sur les travaux, sur les investissements. Alors on aura encore cette année des trottoirs, mais pas beaucoup de rues, et puis on concentrera tous nos travaux sur ce qui est le plus important, ce qui est notre mission, à savoir la rénovation de nos écoles. Et puis quand on veut bien gérer, eh bien, il faut essayer de trouver des économies. Il faut faire preuve d'imagination pour traiter les sujets autrement.
c'est ce que nous avons fait dans le cadre de la collecte des ordures ménagères. Alors, il y a encore quelques ajustements à trouver, mais cette nouvelle collecte des ordures ménagères va nous permettre d'économiser plus de 100 000 € pendant 4 ans. 100 000 € par an pendant 4 ans. Toute cette somme ira directement aux Montrongissois. Puisque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui aurait pu augmenter d'1,5% par la suite de la décision du gouvernement d'augmenter la TVA, eh bien baissera d'au moins 7,5% dans votre facture 2012. Voilà, bien géré. C'est une nécessité, mais bien géré pourquoi? Bien géré pour se dégager des marges afin de mettre en place des services nouveaux qui répondent à vos besoins. Alors c'est ce qu'on fait avec le Morangibus, le Jardin des Petits Pas, les ateliers parents-enfants, le multi-accueil, le broyage des végétaux, le service d'aide à la population, autant de services publics que nous mettons en place. Mais nous ne sommes pas les seuls à le faire. Et j'étais très heureux. C'était une grande satisfaction de poser la première pierre de notre maison de retraite pour personnes âgées dépendantes au mois de novembre dernier. D'abord parce qu'on avait besoin dans ce secteur-là et qu'on s'est bien battu pour l'avoir. Et deuxièmement, parce qu'il fallait absolument, parce que ce soit une maison de retraite publique, accessible à tous, qui permette à des personnes âgées, quel que soit leur revenu, de pouvoir être accueillies. 60 € la journée d'hébergement, alors qu'elle est de 90 à 100 € en moyenne dans les autres maisons de retraite privées. On peut se demander d'ailleurs, puisque c'est le même service, où va l'argent et où est le gaspillage? Dans la dépense publique ou dans le fait qu'il y en a qui s'enrichissent à partir en vendant leurs services pour les personnes âgées? Alors, moi je suis consterné de constater que ce qui devait être une priorité du président de la République, l'action contre la dépendance, est complètement disparue en ce moment. Que la crise fasse fi de la dignité humaine jusqu'au bout de la vie. Restez libre dans la dépendance. Ça devrait relever de la solidarité nationale. Dans une société développée, humaine comme la nôtre, on ne peut pas laisser nos personnes âgées mourir hors de la dignité. Autre service public que nous travaillons, c'est avec notre communauté d'agglomération. On va mettre en place le très haut débit dans tous les foyers des 10 communes en l'espace de 2 ans. Si on avait laissé faire les opérateurs privés, il n'y avait que les secteurs rentables qui étaient couverts. Eh bien, par décision des élus de notre agglomération, on va faire pour le très haut débit, la modernité, comme on a fait pour le téléphone ou pour l'électricité avant. C'est-à-dire considérer que tout le monde avait le droit à ce service, quel que soit l'endroit où il habite, même si c'est pas rentable. Je crois que c'est un gros projet qui va nécessiter 10 millions d'argent public, mais qui est utile pour chacun. Utile également pour les entreprises. Parce que le deuxième gros projet de la communauté d'agglomération, c'est de travailler à la rénovation de nos vieilles zones d'activité. À Morangis, on va mettre 19 millions d'euros pour les rues, les trottoirs, l'éclairage, la signalétique. Autant d'éléments essentiels pour que des entreprises dynamiques qui sont dans notre zone restent, pour que de nouvelles arrivent et que l'emploi puisse rester implanté dans notre commune. Alors, vous allez me dire, il a l'air d'être satisfait de travailler dans cette communauté d'agglomération. Alors pourquoi ils vont changer? Ben voilà, le préfet a dessiné un nouveau schéma des agglomérations. Et notre communauté d'agglomération Europe-Essonne va se voir adjoint un certain nombre de communes qui sont sur la Nationale 20. Et son axe sera celui de la Nationale 20. La Nationale 20, c'est peut-être important, mais vu que le Morangis, ça ne nous intéresse pas. Alors on nous a proposé de rentrer dans une autre communauté d'agglomération, celle, la CALP, communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne. Cette communauté d'agglomération, elle réunit des communes
autour du pôle d'Orly. Et le pôle d'Orly, pour nous, Montmorency-Soir, ça veut dire quelque chose. Et travailler sur la structuration de ce pôle, c'est vraiment un défi, un exercice de développement durable grandeur nature. Il s'agit de gérer les problèmes environnementaux tout en développant l'économie, en améliorant les transports en commun, en développant les solidarités. Alors, à une très large majorité, 30 contre 33, le conseil municipal a trouvé que c'était plutôt une bonne idée. On aimerait que nos voisins de Vissou ou de Chilly-Mazarin nous rejoignent dans cette dynamique, parce qu'eux aussi sont intéressés par ce pôle. J'espère que ça sera pour Vissou, qui a l'air d'être volontaire. Pour Chilly-Mazarin, c'est plus difficile, et je le regrette. Je disais, emploi, ça fait partie des grands enjeux de notre société aujourd'hui. Agir pour l'emploi. Il y a un autre sujet sur lequel il faut agir. C'est celui de l'enfance, de la jeunesse. Vous savez, nous sommes tous débiteurs de ce qu'ont fait nos anciens. Et nous sommes tous responsables des générations futures. Et nous devons travailler pour elles. Nous devons faire en sorte qu'elles puissent un jour prendre le relais dans les meilleures conditions. Alors, on a avancé dans le domaine de la petite enfance. On développe toutes les mesures qui sont issues de la grande concertation 0-3 ans, trouvons des solutions ensemble. On a créé cette année un espace ado. On a lancé le premier festival des ados centré sur les pratiques artistiques. Il faut qu'on aille plus loin. On rénove les écoles, oui, on développe les tableaux numériques interactifs, on va revoir tout ce qui est nouvelles technologies dans les écoles. Il faut encore qu'on aille plus loin. Je crois que l'éducation est au cœur de nos préoccupations. Et je voudrais qu'en cette année 2012, tous ceux qui s'intéressent à cette question, les parents d'abord, les enseignants, les animateurs, les éducateurs sportifs, tous ceux qui sont concernés par l'éducation de nos jeunes puissent travailler ensemble à définir un grand plan local, un grand plan éducatif local. Je pense que ça doit être ce qui va motiver tout notre travail au cours de cette année 2012, tellement cette question de l'éducation est centrale pour notre avenir. Je pourrais aborder beaucoup d'autres domaines dans lesquels la commune a un rôle important à jouer et prendra des décisions en 2012. Mais je vois mon réveil qui avance, et je commence à être un peu long. Alors je citerai comme ça, je dirais logement par exemple. Alors là je vais m'arrêter un petit peu parce que c'est une question quand même importante. Excusez-moi, je ne me suis pas arrêté assez longtemps. En février, on devrait voter notre PLU. 1 an et demi de travail, de concertation, de comité de suivi. Et une priorité, préserver les équilibres de notre commune. Faire en sorte que notre zone pavillonnaire soit protégée. Faire en sorte que nos espaces agricoles, nos espaces verts, nos espaces de respiration soient protégés. Et en même temps, permettre la réalisation des logements dont nous avons besoin. La région Île-de-France connaît une grave crise du logement. Vous savez, on a une démographie active. C'est une chance pour notre pays, par rapport à beaucoup d'autres pays d'Europe, que nous ayons autant d'enfants, autant de jeunes. Et ça veut dire à côté qu'il faut pouvoir loger tout le monde. Et le nombre de personnes mal logées dans notre région est considérable, à tel point que tout le monde est d'accord. Le gouvernement de droite, 70 000 logements par an en Île-de-France. La région de gauche, 60 000 logements par an en région Île-de-France. Il faut que nous participions tous à cet effort. On le fera à Montmorency, dans le cadre des engagements que nous avons pris. Je les rappelle, je les avais pris en 2008, lors des élections. 1. La construction de la ZAC. 2. 30 logements par an, répartis 1 tiers en accession à la propriété, 1 tiers en logement intermédiaire ou en locatif libre,
et un tiers en logements sociaux. Il ne faut pas avoir peur. Ils sont construits le long des axes de transport en commun. Ils permettront de faire face aux demandes qui sont celles des Morangissois. Quand vous avez un enfant qui veut prendre son autonomie, est-ce qu'il trouve facilement un logement à Morangis à un prix acceptable? Quand une famille divorce, est-ce que les deux parents arrivent à trouver un logement à Morangis à un prix acceptable? Non. Quand une personne âgée ne peut plus assurer l'entretien de sa maison et qu'elle cherche un logement plus petit, est-ce qu'elle en trouve un à prix acceptable? Non. Alors on a une responsabilité, celle de construire du logement et de répondre à ces questions. On le fera dans le respect de notre ville, dans le respect de ses équilibres. Et je vous assure, c'est vraiment un enjeu essentiel. Alors les autres questions, là je vais aller plus vite, c'est parce que c'est peut-être pas lieu, mais c'est environnement, c'est sécurité, c'est environnement, sécurité, qu'est-ce que j'oublie, c'est la rénovation de nos écoles, c'est le stationnement, c'est la propreté urbaine. Voilà des sujets sur lesquels nous aurons à travailler cette année, sur lesquels nous avons des décisions à prendre. Mais on a d'autres lieux pour le faire. Parce que depuis 4 ans, on a mis en place, avec l'équipe municipale, un certain nombre de structures qui nous permettent de débattre. Les réunions de quartier, tous les 3 par an, l'observatoire des engagements, les commissions extra-municipales, les commissions de suivi. Nous avons l'occasion de discuter, de prendre en compte vos projets, vos opinions, que vous puissiez nous donner votre avis. On en a besoin. Je regrette que vous ne soyez pas encore assez nombreux à participer à toutes ces instances, parce que nos décisions seront encore plus efficaces, plus adaptées. On aura mieux pris en compte ce que vous souhaitez. Donc, je vous invite à participer à ce grand mouvement de démocratie locale. Parce que toutes les actions que nous menons ne peuvent pas être du ressort de la municipalité. D'abord, heureusement, il y a toutes nos associations qui réunissent un nombre important de Morangissois qui ont envie de participer à ce mouvement, qui ont envie de proposer des projets pour les habitants dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, de la culture, dans le domaine du caritatif. Voilà une possibilité pour faire bouger les choses, s'engager dans les associations, prendre plus de place dans ce monde dynamique de la société civile. Vous savez, il y a 2 sujets qui sont très importants. C'est le sport et la culture. Le sport, parce qu'il permet, avec les valeurs, à condition qu'elles ne soient pas perverties par l'argent et une certaine conception de la compétition. Le sport, c'est l'effort pour réussir. Et je voudrais saluer toutes les associations sportives ici représentées qui ont cette conception. Je penserais à la fois viser l'excellence et en même temps s'occuper de tout le monde. Je pense notamment au club de judo. Le club de judo qui a été finaliste de la Coupe d'Europe cette année. Et qui en même temps s'occupe au quotidien de tous les gamins, quel que soit leur niveau, qui vont sur les tatamis. C'est cet exemple-là que nous devons répéter partout, s'occuper de tout le monde pour que chacun puisse arriver au bout de ses capacités. Puis il y a un deuxième secteur, c'est celui de la culture. Vous savez, quand on est dans une période de doute, on a besoin de savants, de chercheurs, on a besoin de techniciens, on a besoin d'économistes, ça j'en suis moins sûr. On a besoin de philosophes, et on a besoin d'artistes, parce que les artistes nous ouvrent sur autre chose. Et il est important qu'ils puissent nous donner leur vision de la société. Ils ont quelque chose à nous dire. Alors, on fait une grande place à l'art. Avec nos expositions, avec nos spectacles,
avec les ateliers qui sont mis en œuvre dans le domaine, notamment lors du Festival Ado. On a des programmations qui sont gratuites, de façon à permettre à tout le monde de participer et de découvrir le spectacle vivant. Et puis, on développe de nouveaux projets, notamment avec l'école de musique, pour mieux connaître la musique, mieux accéder à cet art-là. On veut aussi renforcer l'accès des plus jeunes à nos activités sportives, à nos activités culturelles, en développant la carte sport-culture cette année. Et puis, on va travailler avec l'école de musique à baisser le coût des cours au quotient familial, de façon à ce que tout le monde puisse accéder à la musique. Voilà des projets. Mais je le disais, les collectivités, les associations ne peuvent pas tout. Aucune institution ne pourra remplacer le voisin généreux, le voisin attentif, le voisin serviable. Aucune institution, aucune association ne pourra remplacer ces réseaux de solidarité qui s'installent dans les rues pour mieux vivre au quotidien. Mais le repli sur soi a aussi, dans ce domaine-là, fait des dégâts. Et nous devons, au cours de 2012, trouver les moyens de donner une deuxième jeunesse à ces réseaux de solidarité personnels. Et nous nous associerons à la dynamique voisin solidaire qui est lancée par ceux qui ont créé la fête des voisins. Enfin, je voudrais que, avant de finir, je voulais vous dire un petit mot un peu personnel. Vous savez, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais. Et je voulais vous en remercier. Ce mandat, je l'exerce avec satisfaction, avec plaisir, avec passion. Je ne dis pas que c'est tous les jours facile, mais j'aime cette ville, j'aime ce travail. Alors, si vous entendez raconter par-ci, par-là, par les uns ou par les autres, surtout par les autres, que j'ai d'autres ambitions, que je voudrais être candidat dans une commune voisine, avoir d'autres volontés électives ou autres, eh bien c'est du grand n'importe quoi. Je suis heureux d'être à Morangis, je suis content d'être morangissois, je suis heureux de travailler avec vous, et puis surtout, et puis aussi, surtout, j'ai une équipe formidable, des élus qui travaillent beaucoup. Vous savez, on a des discussions fréquentes, des discussions animées, des discussions passionnées des fois, mais on décide quasiment toujours dans un très large consensus. Et les fois où je dois trancher, c'est très rare. Et finalement, je ne décide, contrairement à ce qu'on dit, jamais seul. Et puis nous avons aussi une équipe d'employés communaux qui, par leurs compétences, leur dévouement, apportent beaucoup pour mettre en place les décisions que nous prenons. Et je voudrais aujourd'hui les remercier pour ce travail. Enfin, il y a vous. Vous êtes exigeants. Vous savez nous dire quand ça ne va pas, et vous savez aussi nous remercier quand on fait des choses que vous appréciez. Alors, finalement, au bout de tout ça, je crois que l'année 2012, si on s'y met tous, ça peut être une belle année. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons pouvoir profiter d'un temps pour discuter pendant une petite demi-heure. Et puis après, on se retrouve sur la piste de danse. Et à tous, surtout, je vous souhaite une bonne année 2012.